Salut Tessien, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui on va parler du Transdémonium, une attraction malheureusement qui n'existe plus au parc Astérix. Et aujourd'hui, comme tu peux le voir, j'ai un invité spécial, Jean-Marc Toussaint, qui a travaillé sur cette fameuse attraction. Est-ce que j'ai le droit de dire salut Tessien moi aussi? Oui, t'as le droit. Alors salut Tessien. Ouais. Et salut Tessien. Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font trois petits tours et puis s'en vont. Alors déjà pour commencer, est-ce que tu peux présenter un petit peu ton parcours? Je suis graphiste de formation et j'ai touché un peu à tout, à la scénographie, la lumière, la musique, le son, etc. Je travaille aujourd'hui principalement dans l'audiovisuel, à la production de films et de séries, mais pendant une bonne vingtaine d'années, j'ai collaboré avec des parcs de loisirs à la création, à la conception souvent, parce qu'on travaille sur plein de projets qui jamais ne voient le jour, ça arrive aussi, à la création de projets d'attractions, de pas mal d'attractions, dont le Transdémonium, qui est une de mes collaborations dont je suis le plus fier, parce que j'y ai vraiment mis toutes mes tripes. Bon, ça se voit sur toi. Oui. Du coup, comment tu t'es retrouvé à travailler sur le Transdémonium? Alors, je collaborais déjà avec le parc au moment où le projet du Transdémonium a été lancé. Il faut se rappeler que initialement, il y avait un train fantôme, tu en as déjà parlé sur ta chaîne, et si je puis me permettre un shameless plug, on a fait un épisode spécial aussi sur la chaîne Puissance Park. Il y avait donc un premier train fantôme qui a jamais marché, qui a jamais vraiment ouvert, et le parc Astérix comptait le relancer pour la saison 1996. Dans ces eaux-là. Moi, je collaborais déjà avec le parc, je travaillais sur le journal interne. J'avais eu la possibilité de suivre tout le chantier de Tonnerre de Zeus et j'avais même écrit, à l'époque, il y avait des panneaux explicatifs dans la file d'attente de Tonnerre de Zeus, c'est moi qui les avais écrits. Et j'avais dessiné la carte de vœux 1997, donc année de la saison d'ouverture de Tonnerre de Zeus. Et ils avaient relancé à ce moment-là le projet de refaire un train fantôme, enfin un gros dark ride. Ils ne savaient pas encore très bien s'il fallait faire un train fantôme. Et puis le projet a été rangé sur une étagère. On a bossé après, il y a eu les Espions de César, il y a eu plein d'autres projets. Et c'est au moment de la Trace du Hourra, ils m'ont rappelé pour travailler sur le scénario, qui a eu un certain nombre de scénarios, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites. C'est pas ma version qui a été retenue, mais en revanche, ils m'ont gardé moi quand même, parce qu'ils m'ont demandé de travailler à la conception de la file d'attente, donc tout le cheminement, la file d'attente avec les gags dans les peintures, où tu as les chasseurs qui suivent le mammouth, et puis au détour d'un chemin, tu vois qu'après c'est le mammouth qui suit les chasseurs, la grosse tapette à souris, qui était aussi un petit clin d'œil à la Cité de la Peur, enfin voilà, tout ça c'était des choses qu'il y avait dans le scénario que j'avais écrit. Et le directeur des projets, qui est un monsieur qui s'appelle Michel Guinet-Frion, qui était donc responsable des projets à ce moment-là, me dit: toi, t'es fan de cinéma, t'es fan de parcs d'attractions, t'adores les films d'horreur, on relance enfin cette histoire de train fantôme, et j'ai besoin de quelqu'un qui soit un petit peu touche à tout pour travailler dessus. Et je me suis retrouvé emporté dans ce projet délirant, qui a quand même occupé 2 années de ma vie, entre le moment où je suis arrivé et puis la livraison de la version 2.0 de l'attraction, puisqu'en fait il y a eu 3 versions. De 6h du matin à 22h, j'étais sur le chantier du Transdémonium pour que les choses arrivent à mon terme, quoi. Ah oui. Et du coup, quand ils t'ont contacté, est-ce qu'ils avaient déjà le parc une histoire, ou ils t'ont vraiment dit alors oui, on veut quelque parce chose. que rappelle-toi que c'est une époque où on évitait de faire trop de références à Astérix parce que ça impliquait de payer des droits supplémentaires. Ce qui n'est plus le cas maintenant, fort heureusement. C'est quand même assez paradoxal, parce que c'est le parc Astérix. C'était assez compliqué. Donc, quand tu parlais avec les visiteurs, ils se disent: mais c'est où Astérix du coup, tu vois? Donc, c'était dans l'esprit d'Astérix que c'était fait. Quand je suis arrivé, ils avaient fait une sorte d'achat forfaitaire d'un système de transport, donc les rails, les wagonnets, etc., qui était apporté par Farmer Studio, qui est plus une boîte de consulting maintenant. Avant, c'était une boîte où il faisait de la consultation, de l'écriture, du scénario, il fournissait tout clé en main. Donc Farmer arrivait avec ce système de transport, un concept d'attraction, dont l'histoire était plus ou moins, c'est une machine qui n'est pas destinée à faire peur, mais qui doit faire rire les fantômes, et parce que du coup, les humains pensant avoir peur vont dégager de l'énergie, et c'est l'énergie qui va produire qui va faire avancer la machine. C'est un petit peu nébuleux, mais voilà. Mais l'idée, en fait, c'était de partir sur
de rattacher un petit peu ça au lore de l'Apocalypse, puisque l'Apocalypse concernait les peurs de l'an 1000, qui étaient des peurs réelles de la population, qui étaient entretenues par l'Église, entre autres, en l'an de grâce 999. Donc sur ce même principe, l'histoire, c'était la baronne de Plailly, donc puisque le parc Astérix est à Plailly, la baronne de Plailly fait appel à un alchimiste qui s'appelle Jehan des Ténèbres, de dire il faut que tu me construises une machine qui pourrait distraire les esprits néfastes. Et comme ça, ils en oublieraient qu'on va faire le passage à l'an 1000. C'était leur version du bug de l'an 1000 en fait. Tu vois, ils vont oublier que c'est... Et du coup, ils feront pas l'apocalypse. Ils ne déclencheront pas l'apocalypse sur l'humanité si on les distrait, mais en revanche, il faut les distraire tout le temps. Donc ça veut dire que le moyen de les distraire, il faut leur balancer des humains dans cette machine. Tu vois, il faut qu'ils s'entraînent à faire peur ou à faire rire les humains. Et c'est comme ça qu'on va éviter l'apocalypse. Voilà, c'était le concept de l'attraction. Voilà, parce que du coup, beaucoup n'ont pas malheureusement compris l'histoire du transdémonium. Ouais, alors c'est un peu dommage. Pourtant, on a essayé de déployer d'efforts pour le faire. Donc quand on arrivait à côté des deux tours où se trouvait l'entrée du transdémonium, il y avait une grosse grille, un gros portique avec une grosse grille en bois, qui est encore là, mais il n'y a plus l'enseigne. Hein. Et à cet endroit-là, il y avait une plaque, une sorte de parchemin en cuivre. Qui est toujours. Il est toujours là, le parchemin ? Oui. Ah mince. Ah, il y a la plaque, elle est toujours là. Ah bah d'accord. Non, mais ça fait 2-3 ans que je suis pas. Ouais. Je suis allé à l'ouverture de Toutatis et je ne vais pas trop repasser par là. Quoi. Oui, bon après. Ça me sert un peu le tour, tu comprends. Et du coup, c'est vrai que il y avait l'histoire. Oui, alors l'histoire était racontée là, mais le truc c'est qu'on aurait peut-être dû la mettre de l'autre côté. Oui, parce que le début de la file d'ascendance, ils arrivaient depuis Goudurix, mais pas depuis la rue de Paris. Oui. Elle était côté rue de Paris. Donc il y avait cette première plaque, et après tu montais donc dans le chemin de ronde en bois. On appelle ça un our, H-O-U-R-D, c'est le chemin de ronde en bois, et un peu plus loin dans le chemin de ronde en bois, il y avait un rappel. Oui. Il y avait une autre plaque. Et puis quand on a fait les sondages visiteurs pendant la première saison, donc saison 2003, on s'est rendu compte que les gens comprenaient rien. Bon. Donc c'est là qu'on a décidé, pour la version 2, c'est-à-dire la version améliorée qui ouvrirait en 2004, d'enregistrer les voix off qui seraient insérées dans la file d'attente et qui raconterait le concept que c'est un alchimiste qui construit une machine pour occuper les esprits, mais pour occuper les esprits, il faut envoyer des humains dans la machine. Voilà. Mario! Oui, maître? Regarde, des mortels dans ma citadelle. Des mortadelles? Tais-toi, vilain! Et il me semble de souvenir, je crois même que je l'ai, il y avait une espèce de bande-son, et il me semble que c'était, alors peut-être sur le site du parc Astérix, mais il y avait une espèce de pub, je sais pas si ça te parle ça. Parce que moi je me souviens de la pub, le train fantôme dernier cri partira voix A, ouais, ça je m'en souviens. Transdémonium, le train fantôme dernier cri du parc Astérix. Mais il me semble qu'il y a l'an 1000 approche. Les humains, enfin ça raconte, c'est un peu ce ton-là. Ah, il y avait peut-être, alors ça... Ah mais je crois que c'était sur le site, c'était peut-être sur le site, d'accord, ok. L'an 1000 approche. Esprits et sorciers annoncent la fin du monde. Donc, parce que toutes les voix de l'attraction, c'est la mienne en fait. Moi j'ai doublé tous les personnages de l'attraction. C'est Mario. Ouais. Alors, je fais Mario, je fais aussi Jean des Ténèbres et tous les fantômes, les sorcières, tout ça. La classe. C'est moi qui fais les voix parce que j'adore faire ça déjà. Si vous êtes sage, vous faites péter les likes à la fin, il fera Mario peut-être. Peut-être. Hein. Donc du coup, il y a une nouvelle version qui a été faite. Ouais, alors donc quand je suis arrivé, il existait déjà l'histoire. Moi je m'occupais de la supervision, on va dire, artistique et technique. Et j'avais un binôme qui s'appelait Jean-Marie, qui s'appelle toujours Jean-Marie d'ailleurs, hein, qui lui était vraiment il était chef de projet et vraiment focalisé sur la technique et aussi sur la sécurité, parce que c'est un petit peu ça qui a présidé à certaines décisions. Et on a essayé avec Jean-Marie de réétoffer l'histoire qui nous paraissait un peu simple. En fait, tu vois, les effets nous paraissaient un peu simples. Et donc, on a quand même poussé un petit peu les potards, parce que on sentait que le parc avait des hésitations à faire de l'horrifique ou du train fantôme. Ça, on le sentait vraiment. Donc, on a essayé quand même de faire des trucs. Comme toute la partie du haut, il y avait le carrousel. On avait essayé de développer cette partie supérieure comme une sorte de fête foraine infernale où, par exemple, des fantômes pouvaient s'entraîner au tir à l'arc et les visiteurs auraient été les cibles. En fait, ouais, qu'ils soient un peu horrifiques, mais un peu rigolos en même temps. Ouais. Bon,
Bon, tout n'a pas fonctionné, tout n'a pas été retenu, et ça c'est le problème de ce genre de concept et de chantier, mais on a quand même un peu poussé les choses. On a réussi à faire en sorte que certains trucs soient un peu plus horrifiques que d'autres. Dans cette histoire, il y avait un petit personnage qui était dans la gare, et il y avait déjà le concept de la fausse gare. Car, il y a un truc qui est important aussi à dire, les gens qui sont allés faire de Mummy dans les studios Universal en Floride et en Californie disent « Ah, mais vous, le Transdémonium, vous avez piqué ça à The Mummy. » Non, 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 on l'a fait avant, sauf que nous, on n'a pas beaucoup parlé de nous. Nous, l'histoire de la fausse gare, et alors l'attraction n'est pas finie, c'est pas fini, tout ça. Bon, on l'avait fait avant, là, The Mummy, parce que The Mummy a ouvert plus tard. D'accord, ah, la classe. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, mais ce petit personnage, ça pourrait être notre mascotte, ça pourrait être notre fil rouge pendant toute l'attraction, ce qui fait qu'on l'a complètement développé, et comme je lui ai donné ma voix, je lui ai donné son nom aussi, Mario Passinette, parce que ça fait marionnette, et comme il est Passinette, parce qu'il est un peu foufou et diabolique, voilà. L'idée, c'était ça, c'est au fur et à mesure de l'attraction, il devient de plus en plus méchant, jusqu'à être très 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 méchant à la fin, dans la gare. Et dans la V2, il y avait en plus le côté diabolique démoniaque, il y avait la tête géante à la fin du drop final. Ah donc ça y était pas la première année. Ça a été fait dans la version 2.0, qui est donc celle de 2004. Et alors je sais plus, moi j'étais assez jeune, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas eu des décors de rajouter? Moi dans mes souvenirs, il y avait moins de décors la première fois que je l'ai fait que... Alors oui, alors c'était aussi l'intérêt. L'idée c'est que, alors ça c'est un petit peu prétentieux, mais toi, Walt Disney disait toujours, le spectacle sera jamais terminé, il faut toujours l'améliorer, rajouter des choses. On s'est rendu compte qu'il manquait déjà des bricoles en cours de saison, donc en juillet et août 2003. Le parc était ouvert la journée, la nuit, on allait ajouter des effets, on avait ajouté l'effet de Ghost Kiss, tu sais, qui étaient des effets soufflants. Tu avais l'impression de prendre des jets, on avait fait des trucs qui pendouillaient, mais ça tenait jamais, les visiteurs les arrachaient de toute façon. On avait rajouté... Il y avait des rideaux, il y avait des rideaux. Toi, par exemple, quand tu démarrais, tout de suite, tu avais la grosse tête verte qui te soufflait de la fumée, puis tu avais un virage assez abrupt, et là... T'avais les yeux qui s'allumaient dans le noir. Et en fait, au départ, les yeux, ils étaient sur le côté droit. Mais comme le wagon était orienté comme ça, tu les voyais pas. Donc, par exemple, au mois de juillet, on a déplacé tous les yeux dans l'axe des wagons pour que les visiteurs puissent les voir. On a fait plein d'améliorations comme ça. Parfois, on n'était que deux. Je me souviens, c'était Laurent qui était le responsable de la maintenance. On allait travailler la nuit, et parfois on se retrouvait, merde, on n'avait pas d'outils. Moi, j'avais un laserman, on bricolait les trucs au laserman. On a déjà fait une première phase d'amélioration. Farmer est venu aussi rajouter par exemple, la structure qui s'écroule après le premier lift. Où le train s'arrête, en fait c'était une zone, c'est un peu comme un mid-course break sur un coaster, en fait c'était une zone de régulation. C'est-à-dire que le train pouvait s'arrêter si par exemple il était trop proche du train suivant. Oui. Et là, il y avait la structure en bois qui s'écroulait sur toi. Oui. Et pour renforcer ça, c'est là qu'on a rajouté les squelettes qui étaient pendus dans tous les sens et les effets de stroboscope. On a dû rajouter un effet dans le tunnel tourbillonnant. On a perdu des effets en cours de route parce que après justement cette zone des squelettes, on partait un peu dans une version Wild Mouse, tu sais, on prenait des virages comme ça. Là, il y avait les ombres chinoises et sur le côté gauche, qui en fait marquait la limite avec le tunnel dans lequel on allait rentrer, où là on avait ensuite rajouté un effet de tourbillon lumineux. Là, il y avait des fantômes qui séchaient sur une corde à linge, qui ont tenu 15 jours. Ah oui. En 2003, ils ont tenu 15 jours parce que les gens arrivaient... La barre de sécurité n'était pas très restrictive. Donc les gens arrivaient à se lever du fauteuil et ils arrachaient les décors. Voilà, c'est le problème. Ayant été opérateur, j'ai appelé beaucoup de fois la sécurité pour ce genre de problème. Ils arrachaient les décors, donc ça n'a pas tenu. En revanche, ils ont tenu longtemps parce qu'ils servaient d'illustration à la pochette photo souvenir. On voyait ces fantômes sur la corde à linge. On avait fabriqué des grosses pinces à linge en bois, c'était assez rigolo. Donc il y a des décors qui ont disparu, il y a des décors qu'on a rajoutés. Donc on va dire qu'il y a eu une version 1.5 qui est celle de l'été 2003. Et puis ensuite, on a discuté avec Olivier de Boredon, qui était le président du parc à l'époque, que je salue au passage. Un directeur vraiment cool, impliqué, intéressant, etc. Il m'a dit, mais il faut qu'on se rassoie et qu'on discute. Les gens comprennent pas, ils disent qu'il y a des endroits où il manque des choses. Et donc on a fait une version 2 au cours de l'hivernage 2003-2004 qu'on a ouvert donc en avril, je suppose, 2004. Et du coup, tu as parlé de version 3. Et après, moi j'ai arrêté, parce que en fait j'ai quitté, j'ai cessé de collaborer directement avec Parc Astérix en 2006. J'ai continué à bosser en coulisses pour la CDA sur d'autres projets de développement.
jusqu'à 2011-2012, je sais plus. Mais après, le parc était... ils se débrouillaient, ils ont rajouté pas mal de... Ils ont acheté pas mal de choses de Halloween, de trains fantômes. Ça, c'était vraiment redevenu un train fantôme. Je pense qu'on aurait pu rajouter plein de trucs et améliorer plein de choses. Hein, mais après, un Dark Ride, c'est très difficile à entretenir. Oui. Tu vois. Et au bout d'un moment, il y avait plus. Je pense que ce qui a un peu sonné son glas, donc l'attraction est fermée en 2018. Elle n'a pas rouvert en 2019. Ils l'ont démontée en 2019. Bon, les décors qui devaient s'abîmer. Il y avait surtout le système de transport qui devenait difficile à gérer. Parce que nous, on avait conçu tout l'éclairage de l'attraction en se reposant sur la fumée. Dès que tu mets de la fumée dans un local, tu allumes un projecteur, ça fait des jolis rayons de lumière, tu vois. Et le problème d'être constamment dans la fumée, ça fait un résidu graisseux. Et le résidu graisseux se déposait sur les embrayages des véhicules, ce qui fait qu'après, on avait du mal à les synchroniser, à les freiner, à les faire accélérer. À l'accélération, ils patinaient, donc ils démarraient pas. Parce qu'il me semble que c'était un prototype, je crois. Alors, c'est pas vraiment un prototype, c'est-à-dire que c'est un système industriel qui avait été adapté à un système de transport attractif. Ouais. Donc WGH, la société qui avait construit ça, était une entreprise spécialisée dans le transport industriel. Et le principe, c'est qu'on avait 13 trains de 2 voitures, donc il y avait 8 personnes par voiture, et ces 13 trains, on pouvait en envoyer un toutes les 14 ou toutes les 15 secondes, donc ça pouvait débiter, hein, c'était genre à peu près 1400 personnes à l'heure. Donc les trains avaient 2 systèmes, ils avaient un système, le moteur à crémaillère comptait les dents qui étaient sur la piste, donc le train savait exactement où il était sur le circuit. Et il y avait un ordinateur qui communiquait avec tous les autres trains. Donc chaque train savait où son petit camarade se trouvait dans l'attraction, relié en plus à la console de pilotage centrale qui était en gare. Et il y avait aussi des systèmes qui empêchaient la collision, des systèmes anti-collision. Donc un vrai système industriel, mine de rien. De toute façon, les rides, d'une manière générale, que ce soit un coaster, un train fantôme, c'est de l'industrie. Hein, donc c'est pas on va souffler un ballon avec 3 roulettes et ça va. Non, c'est quand même, on est là pour la sécurité du visiteur, donc il faut que ce soit avec des redondances, il faut que ce soit très sûr, etc. Mais ça, dans le principe, ça marchait plutôt bien. Ils avaient même une version améliorée qui permettait de faire pivoter les voitures. Et je m'étais dit, tiens, si un jour on pouvait améliorer le Transdémonium, on pourrait faire aussi des voitures qui pivotent. Donc, dans ma tête, je me dis, on pourrait peut-être aussi faire un jeu de tir. Tu vois, parce que sachant que les visiteurs avaient tendance un peu à se lever, et parfois ils se levaient il m'arrivait de monter avec les visiteurs pendant les heures d'opération pour observer les réactions, etc. J'ai vu des gens se lever mais se mettre debout, se rendant pas compte que leur tête passait à 3 cm d'une énorme poutrelle en acier qui aurait pu les assommer et les faire tomber dans le vide. Et à un endroit, on était quand même à 8 mètres du sol. Ne jamais sous-estimer la créativité du visiteur de parc de loisirs. Ça, c'est un motto qu'il faut bien garder en tête. Si on avait eu un système plus restrictif, tu vois, un peu des barres en U comme sur des coasters qui te maintiennent bien, je pense que les décors auraient tenu plus longtemps. Maintenant, je me disais, si on occupe les mains de nos chers visiteurs avec un objet pour tirer, tu vois, sur des cibles, ils sont peut-être moins tentés d'aller détériorer le décor. Bon, et pas aller jusque-là, hélas. En plus, ça aurait pu faire on détruit les monstres avant l'apocalypse. Oui, ou on les empêche d'approcher. Enfin, on aurait trouvé peut-être une version édulcorée, pas nécessairement les shooter. Tu vois, il faut trouver une raison pour les shooter d'une façon ou d'une autre, ou leur lancer un sort pour les repousser. Enfin, tu vois, je pense qu'on aurait trouvé ça. Mais dommage, on n'est pas allé si loin. Ouais, ça aurait pu être bien. J'ai une question. J'ai jamais eu ma réponse, mais oui. À l'époque, la première version, le Mario méchant donc dans la fausse gare, disait tout est fini pour vous. Non, c'est pas fini, c'est pas fini. La première version, c'est pas fini. C'est pas fini. Et après, ça a changé. Oui, alors ça, Est-ce qu'il y a une raison Oui, alors il y a une raison. C'est le sondage visiteur réalisé pendant la saison 2003. Effectivement, Mario se retournait en disant c'est pas fini, c'est pas fini. Et là, t'avais le drop dans le noir. Oui. Et on arrivait en gare. Et nous, dans notre tête, c'est pas fini, il y a encore une petite surprise, c'est le drop dans le noir. Oui. Mais les visiteurs disaient, mais il y a quoi après ? Ah non, il y avait rien après. Tu vois ? Donc on s'est dit, du coup, les gens comprennent pas nécessairement ce que dit, ne comprennent pas le sens. Ils comprenaient, c'est pas fini, pas bien sorcier à comprendre. Ils comprenaient pas le sens de ce qu'ils disait Mario, ils attendaient encore quelque chose après. Donc on s'est dit, ok, tout est fini pour vous, on plonge dans le noir, la grosse tête démoniaque de Mario apparaît et leur crache à la figure, et on revient en gare.
Et je pense que ça devait aider, bon ça c'est plus la partie moi que je connais, opérateur, les gens peut-être avaient tendance plus à rester dans le train plutôt que... Non, ou c'est fini, il faut descendre. Voilà, c'est ça. La sortie s'effectue sur votre droite. Et alors du coup après il y a une autre version, je crois que c'est à partir de 2009 où ils ont arrêté les accélérations. Ouais. Alors de souvenir c'était par rapport à... ça évitait les pannes peut-être. Ouais, c'est parce que comme le fait qu'il y avait 5 types de comportements, on va dire, différents. Il y avait la vitesse de base qui était celle de la gare, et puis tu avais 4 autres phases, de la moins lente à la plus rapide. La plus rapide c'était 25 km/h. 25 km/h, on n'y allait qu'une seule fois, c'était dans le drop à la fin. Pour donner cet effet, et le drop il faisait 5 mètres, donc 5 mètres dans le noir à 25 km/h, ça marche. Ouais. C'est vrai qu'il y avait une photo à ce moment-là, voilà, l'effet de surprise marchait plutôt pas mal. Et en revanche, on alternait entre des moments, tu vois, on sortait en vitesse lente, on accélérait devant la tête verte, et puis on revenait en vitesse lente pour se faire prendre les jets d'air dans la figure, les bidules qui pendouillaient et voir les yeux, on réaccélérait, on ralentissait parce que là tu avais un effet stroboscopique avec un truc qui tapait dans le mur, blam 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 blam. Il y avait un autre effet aussi qui était un espèce de ventilateur qui était le long du rail avec des pales en caoutchouc qui tapaient dans le train. Ça fait tu avais le démon rouge, tu tournais, tu avais le démon vert, ou le démon rouge. Bon, peu importe, et tu ralentissais, tu avais la cloche au-dessus de toi avec la colonne, tu avais un espèce de lion avec une mécanique et un effet de feu, tu sais, les textiles qu'on éclaire qui donnent l'effet. Tu réaccélérais un petit peu, là tu avais la sorcière qui faisait qui sortait comme ça du décor. Donc on alternait toutes ces vitesses, et il y avait ensuite le lift où on avait programmé en fait une bascule entre accélération, frein. C'est que le train montait comme ça par à coup, et c'était pas vraiment synchronisé, mais ça correspondait au mouvement du Mario qui glissait sur sa manivelle, le train. Donc ça, on avait passé vachement de temps avec le... Moi, j'ai passé 2 ou 3 jours avec un technicien de programmation à faire l'attraction en boucle et à se dire, là, il faut que il se passe ça. Le kiff absolu, le kiff total. Je vais te dire, même au tout début, il n'y avait pas encore la carrosserie. On était même assis sur le châssis. Donc les premiers tours, on les a fait au ralenti, mais assis sur le châssis. Ouais, le rail passait dessous et tout. Hein. Oui, parce qu'il y a les ordinateurs derrière une espèce de absolument, boîtier. C'est une grosse boîtier qui après était Vous n'allez pas remettre le boîtier à chaque fois. Voilà, qui était camouflé. Non, on était là avec un PC portable. Là, il faudrait que ça aille plus doucement, etc. Donc, et on avait essayé aussi physiquement de déposer des rubans de soudure sur le rail pour faire des clac, clac, clac des à-coups. Ça marchait pas très bien. Et donc, ce sont tous ces changements de vitesse. C'est du convoyage industriel, donc théoriquement c'est prévu, mais ce qui s'est rajouté là-dessus, je dirais le nappage avec la petite cerise en fruits confits, c'est la fumée qui rendait tout ça huileux, graisseux, donc glissant, et donc ça causait des pannes. Et c'est pour ça que le parc a pris la décision de mettre moins de fumée, jusqu'à ne plus en mettre du tout, je crois, et de faire le truc à vitesse constante. Alors le truc à vitesse constante, ça veut dire que du coup l'attraction a duré 5 minutes, tu vois. Au départ, elle durait un peu moins de 3 minutes. Je crois que de gare à gare, de souvenir, dans le cahier de formation, c'était écrit 6 minutes. 6 minutes. Enfin, au même endroit. Et alors, ils avaient rajouté des petits décors parce que forcément, il n'y avait plus les accélérations. Et en 2009, à Halloween, ils ont mis les comédiens aussi. Alors ça, je ne l'ai pas connu, tu vois. Mais ça a duré. Moi, je l'ai connu, je crois que tu l'as fait aussi. Il y a le long de la file d'attente, il y avait un couloir secret qui permettait d'accéder à certains points de la file d'attente pour faire peur aux gens. Les premières semaines d'exploitation, on se relayait. Moi, j'adorais aller. Tu vois, t'avais des gens dans la salle du puits et on pouvait se glisser en fait derrière les murs. Et puis on leur faisait attention à vous, tu vois, des trucs comme ça. Et t'avais des moyens aussi. T'avais des trous dans les murs où tu pouvais passer la tête. Et si quelqu'un, je me souviens avoir passé la tête une fois, il y avait un petit môme qui regardait, qui avait vu. Alors évidemment, quand tu vois ma tête, t'as peur, c'est normal. Ou tu pouvais éventuellement glisser des petits jets d'air pour faire au niveau des chevilles des gens, tu vois. C'était bien pensé. Donc c'était un peu pensé déjà comme un truc d'Halloween, mine de rien. Mais j'aurais dit, vous trouverez jamais quelqu'un à plein temps pour faire ça, donc il faudrait automatiser, quoi, qu'il y ait des trucs qui se déclenchent toutes les 3-4 minutes. Les jets d'air, sonner une cloche, des choses comme ça, ou balancer un petit audio. C'est des trucs qui sont automatisables. Oui, ils mettent une enceinte derrière. Voilà, ça, malheureusement,
malheureusement pas été fait, mais du coup j'ai jamais fait l'expérience du transdémonium avec des comédiens dans le parcours. Ouais, c'était pas mal. Bon après, ils n'avaient pas le droit de bouger par mesure de sécurité. Oui. Et ils étaient au niveau des évacuations, ils étaient là un petit peu à nous faire peur, mais bon, c'était pas. Ouais, d'accord. Après le mieux c'était plus un effort quand même. Dans la file d'attente. Par contre là, moi je l'ai fait Ouais. et avant moi il y avait eu des vrais comédiens et c'était pas mal. Et les fameux chemins là que tu expliques pour faire peur derrière, maintenant c'est on les emprunte pour le sanglier borgne et le bar repère secret des lutins. En fait, la sortie du repère des lutins, c'est là il y avait la porte. Oui, parce qu'il y avait une issue de secours en fait à cet endroit-là, qui était une issue double parce que au-delà de ça, il y avait une salle de répétition pour les artistes. Oui. Et du coup, pas loin du dernier Mario qui. Ouais. Je vous ai bien eu. Voilà, c'est ça. Je me demande ce qu'il est devenu lui, parce que lui, je l'aurais bien récupéré quand ils l'ont démonté. Parce qu'il était chouette, il se tenait derrière ses barreaux là. C'était vraiment chouette. Mais bon, voilà, parti à la dans poubelle, le décor, ça serait pas mal. Parfait, oui. Dans le mien. Pas le tien. Dans les deux. Ouais. Non, mais moi, dans mon décor, il y aura bientôt une nouveauté. Moi, je voulais aussi récupérer. Alors ça, je l'ai reconstruit en revanche. Tu sais, quand tu arrivais à la zone qui s'écroule, il y avait une barrière que le train défonçait. Et il y avait un panneau sens interdit. Et tu te rends compte que le sens interdit, c'était un espèce de démon. Et ça, je pense que ça a dû partir à la benne, donc je l'ai reconstruit. Maintenant, il est sur la porte de mon bureau. La classe. Et je sais plus. Alors, au départ, il s'appelait 6e sens interdit. Et comme Mario, dans la première instance, disait c'est pas fini, après le panneau, je l'ai appelé c'est pas par là. Vu que c'est interdit. Voilà. Pas mal, pas mal. Et ça, je l'ai reconstruit pendant le Covid. J'étais confiné à la campagne et donc j'ai refabriqué le panneau. Trop bien. Mais voilà, donc c'était, si je me souviens bien, c'était un budget, on n'était pas loin des 7 millions d'euros quand même sur le... Alors tout compris, hein. Quand même pour l'époque, c'était pas mal. Tout compris, bâtiment, sécurité, parce qu'il y a énormément d'argent qui est parti dans la sécurité. Les pompiers ont été très très exigeants, donc il a fallu qu'on installe des systèmes d'arrosage automatique. Donc ça, c'est un billet de 300 000 balles, quoi, tu vois. Donc tout de suite, ça grève quand même pas mal le budget d'une attraction. Il a fallu construire une cuve spéciale pour accueillir l'eau spécialement traitée pour les arrosages, les sprinklers, les trucs d'anti-incendie. Il a fallu qu'on utilise des matériaux, il y a une classification anti-feu, il a fallu qu'on utilise les matériaux les plus résistants au feu, ce qui limite ton choix en matériaux et ce qui aussi ne permet pas de réaliser tout ce que tu veux. Comme c'est un établissement recevant du public, ERP, tu es obligé de te soumettre à ces règles de sécurité qui sont très 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 drastiques. Même le contreplaqué doit être certifié non-feu. Enfin, doit résister au feu un certain temps et s'il doit se consumer, ne pas produire de flammes, ne pas produire de fumée toxique. En fait, c'est très très compliqué. Et c'est pas un peu pour ça que l'Apocalypse n'est pas resté alors premier, si, parce que en fait, alors c'est une des raisons. L'Apocalypse avait un très joli décor, assez immersif, et les matériaux de construction étaient classés non-feu. La peinture qui devait servir à le mettre en couleur était classée non-feu, mais quand la peinture a été appliquée sur le décor de l'Apocalypse, il y a eu une réaction chimique inexplicable. C'est devenu genre tu le regardes, ça prend feu. Tu vois, la classification de cette époque, elle a un peu changé. Tu allais de M0, ça brûle pas, à M4, ça brûle. Et ben dans une attraction, on acceptait les matériaux fonction de l'endroit où c'était situé, mais en général M1. Et ben les matériaux de sculpture étaient M1, la peinture était M1. Quand on a mis la peinture sur la sculpture, c'est devenu M4. Donc très inflammable, donc très dangereux. Ouais. Donc impossible d'ouvrir aux visiteurs. Et est-ce que du coup dans le Transdémonium, il y avait des références à l'Apocalypse ou pas du tout? Non, la seule référence était les peurs de l'an 1000. Tu vois, il n'y avait pas de référence réelle. En fait, les peurs de l'an 1000, le train fantôme, l'Apocalypse, l'original, était inspiré des peintures de Jérôme Bosch, l'artiste néerlandais. Et c'est vrai que c'était très très spectaculaire. Mais donc il n'y avait plus rien à voir dans le Transdémonium. La seule référence, c'était on est le 31 décembre 999 et on a tous peur de l'Apocalypse de l'an 1000. Il reste peut-être la tête de chat, c'était l'entrée, ça, non? Oui, alors effectivement, alors de chat, dragon, moi j'ai jamais su. Pas trop quoi, hein, moi non plus, mais on va dire une espèce de dragon, une chimère. Voilà, comme ça on ne sait pas exactement ce que c'est. Ça, c'était jadis l'entrée de l'Apocalypse, qui est devenue la sortie du Transdémonium.
et qui est devenu plus rien vu qu'ils l'ont démoli il y a 2-3 ans. L'entrée de Tous en piste pour aller faire un petit tour de patinoire ou l'entrée du Sanglier-Born maintenant. Donc on est un peu dans le Transdémonium quand même. Oui, moi qui suis allé faire un tour de patinoire, ça m'a fait mal aux fesses, non pas parce que je suis tombé en faisant du patin, même si je suis très mauvais en patin, donc je suis tombé, mais ça m'a fait un peu mal au cœur, tu vois, de me dire, je reconnais cet endroit. Tu vois, ça... ils ont quand même gardé la chauve-souris. Oui. Qu'ils ont mis justement dans la fameuse porte. Ouais, qui mettent dans la grille en bois au moment d'Halloween. Donc la chauve-souris qui datait de la version 2, qui avait été réalisée par les équipes de Matthias Klostermann, qui est un scénographe allemand avec qui j'ai beaucoup bossé par la suite. Et il y a les rats qui étaient dans la spirale, oui. Qui venaient de chez Klostermann et qui étaient dans la version 2. J'ai tendance toujours à dire Archimboldo, mais Restaurant du Lac. Oui, Restaurant du Lac. Ouais. C'était bien Archimboldo, mais bon, je pense que les gens ne devaient pas savoir qui c'était. Oui, parce que du coup, maintenant, le restaurant... c'est Archimboldo, mais il n'y a pas le nom. Mais il n'y a pas le nom, quoi. Et puis, après, mais on avait... Alors, ils avaient refait, entre-temps, aussi la halte des Chevaliers dans la cour. Donc, ça faisait le point de restauration du Transdémonium. Vu que tu sortais, il n'y avait presque plus les artisans au moment où on a fait le Transdémonium. Parce que c'est vrai que la rue de Paris était animée par des artisans. Il y avait un sculpteur sur pierre, il y avait un tailleur de bois, ou un tailleur de pierre et un sculpteur sur bois, peu importe. Il y avait une vitrailliste qui s'appelait Madeleine, qui était sympa comme tout. Il y avait un forgeron. Ouais. Il y avait l'odeur dans la zone. Et il y avait aussi un spectacle de fauconnerie, donc la zone était animée. Point de restauration, artisans, spectacle et l'entrée du Transdémonium, donc ça faisait une chouette entrée à la zone Moyen-Âge. Et maintenant, ça va devenir autre chose. Oui. Le projet est très excitant également. On verra bien. On verra. Bon, j'espère qu'il va y avoir des petites références quand même, parce que bon, c'est l'histoire du parc. Oui, t'es gentil, mais... mais oui, il pourrait, oui. On verra. Je te l'ai dit, moi, ce qui me surprend beaucoup, c'est que 20 ans après, dont toi, il y a plein de gens qui sont encore très très fidèles, qui entretiennent l'esprit de Mario, c'est le cas de dire pour un fantôme, qui regrette parce que c'est vrai que c'était un petit personnage iconique. Moi j'aimais bien déjà, il y avait une histoire. Enfin, je pense que c'était l'attraction la plus poussée en termes d'histoire du parc. Ouais. En intérieur, déjà, on n'en a pas, donc on était content. Puis c'est immersif tout ça, et puis moi j'aimais bien être plongé dans cette histoire. En tout cas, je trouve ça cool que des gens. J'ai même croisé quelqu'un qui s'est fait tatouer Mario quand même. Donc ça, c'est vraiment sérieux. C'est vraiment sérieux. Moi, je suis un petit joueur, quoi. Puis la musique en live Twitch, tout le monde est content de l'écouter. Ah oui, musique écrite par Jim Bishop et Pip Grizzly, qui étaient donc des gens qui travaillaient avec Farmer Studio. Et ils avaient utilisé plein d'instruments médiévaux justement pour créer cette pam 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 pam. C'était fait avec des instruments anciens, c'était assez chouette comme procédure. Pour le coup, pour moi, elle est mythique cette musique, et puis propre au parc, quoi. Absolument. Oui. Donc voilà, vous savez à peu près tout sur le Transdémonium maintenant. Ouais. Au pire, il y a l'espace commentaire. Ouais. J'essaierai d'y répondre. Jean-Marc peut-être passera un petit coup peut-être de temps en temps, je peux passer. Voilà. Ouais. Mais dis-moi, Pépère Ludo, mais qu'est-ce que c'est que ta chaîne alors? Eh bien, c'est le Lutétien. Donc, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker. Ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Juste en dessous, il y a un petit bouton. Ici, on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Mais alors, on peut vous faire des bisous et bim!